Par exemple, le chef de l'État ne peut pas avoir une femme étrangère. Mais vous faites quoi? Vous dites, vous êtes de père et de mère congolais, mais vous avez une femme rwandaise. Vous avez une femme ougandaise. En quoi vous êtes mis à l'abri? Qui de vos parents et de votre épouse entre dans les secrets de l'homme? Oui, je soutiens aujourd'hui les cardinals parce que je dis, il n'y a pas opportunité que cette loi vienne encore enflammer le pays. Et c'est au jour d'aujourd'hui qui nous a pris dans les taux qui fait que le pays aujourd'hui est parti. Moi, je n'ai pas honte de le dire que le pays au jour d'aujourd'hui est occupé, balkanisé. Déjà, je note que le pays est balkanisé dans la mesure où la partie occupée par le M23, occupée, contrôlée par les forces de EAC, le gouvernement de la République, même pas les chefs de l'État, n'a pas le pouvoir d'aller là-bas. Donc nous n'exerçons plus la souveraineté sur cet espace territorial. C'est comme ça que ça a commencé avec les Soudans. Le Congo est en train de partir et nous sommes là, en train de continuer à ovationner des personnes qui nous ont mis dans un trou profond, dans un trou béate. L'état de droit, c'est qu'en fait un slogan. C'est comme le peuple d'abord. C'est un slogan créé. Parce que vous êtes en train de dire que le peuple est en train de souffrir ici. Dis-moi, Kabila a laissé le budget à 4 milliards. Et le régime ici nous a dit que le budget est à 16 milliards. Je vais te poser, c'est pas à moi de te poser des questions, c'est à toi de poser des questions, mais je suis tenté de te poser cette question. Entre l'époque de Kabila et l'époque des 16 milliards et des 4 milliards, où la vie était acceptable par rapport aux deux périodes. Je vais te dire que depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, on vient de recenser plus de 200 et quelques cas de violations des droits de l'homme et des arrestations et des centaines de morts à la prison centrale. Une vaste escroquerie. Et je vous apprends qu'aujourd'hui, une autre analyse d'un grand économiste, je crois, suisse, qui vous dit, ce n'est même pas 3 milliards. C'est au moins, plus ou moins, dans les 1 milliard 900 quelques millions de dollars américains. Et ce qui est vrai, aujourd'hui, le gouvernement a menti, les mensonges nous rattrapent. Nous sommes dans une situation d'impayement. Vous êtes, sans ignorer que les députés font au jour d'aujourd'hui des mois d'impayement. Ne parlons pas des magistrats. Ne parlons pas des enseignants de supérieurs, d'enseignement supérieur. Ne parlons pas de médecins et des autres. L'honorable Moussa Kalema Sangolo Zakou, président national et leader du parti de vertu républicaine, PVR en sigle, député national, élu de la circonscription électorale de Massimanimba, dans le Kouilou, membre de la commission de loi de l'Assemblée nationale, membre de l'opposition FCC, secrétaire général élu de la communauté islamique en RDC, fondateur et représentant légal de l'action islamique pour le développement, AID en sigle. Bienvenue dans cette émission Face à l'invité. À la présentation, c'est M. Berry Mukoki, là, les tontons de la ville. Nous recevons pour vous un grand homme, c'est un député national en fonction. Il est le président d'un grand parti politique au Congo. Il est aussi secrétaire général de la communauté musulmane. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui. Il s'appelle le député Moussa Kalema Sangolo Zakou. Voilà, nous allons nous entretenir au moins pendant 45 minutes. Nous allons parler de l'actualité de l'ère. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous allons parler des valeurs intrinsèques, nous allons parler de ces valeurs qu'on appelle pour éradiquer les antivaleurs, le processus, les remèdes, le piste, les solutions, sans pour autant oublier ce qui bat son plein aujourd'hui à la République démocratique du Congo, c'est la guerre à l'Est. Nous allons parler aussi des élections
Aujourd'hui, nous sommes dans une période électorale. Nous allons parler des élections. Donc, nous sommes à l'horizon. Et qu'est-ce qu'il faut? Comment? Quels sont les remèdes? Est-ce que le député va postuler? Il a été élu massivement, nationalement et provincialement, et nous sommes en 2023. Est-ce que nous allons toujours voir le même fait ou nous allons voir autre chose? Ce que les députés nous réservent comme surprise, parce que je vous assure, il est connu, c'est un député majeur à la Tchangou. Et nous allons parler avec lui. Il va devoir vous expliquer qui il est, comment il a réussi son mandat de politique, il fait quoi. Et nous allons tout comprendre aujourd'hui. C'est parti. Nous allons déjà dire un grand merci à l'Éternel notre Dieu. Et nous allons dire un grand merci à Tichik Prince derrière la caméra. Et nous allons déjà dire bonjour à notre député Moussa Kalima Sango Lozakou. Bonjour député. Bonjour à toi, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Par la grâce de l'Éternel, du point de vue de la santé, je vais bien, mais du point de vue de la morale, du mental, je ne peux pas être en forme au regard de la situation que traverse notre pays. Voilà. Bien, au regard de la situation qui traverse notre pays, nous allons commencer par les antivaleurs qui gangrènent notre société, cher honorable. Vous savez qu'aujourd'hui, on appelle communément la délinquance juvénile le Koulouna. Et nous voyons comment la jeunesse est marginalisée et comment sortir dans ces carcans et comment y remédier. Merci pour l'intérêt particulier que tu accordes à ma modeste personne. Venir m'interviewer chez moi pour avoir la lecture que j'ai de la situation de ce pays. Et bien entendu, la grande question que tu viens de poser, c'est le relative à la délinquance. Et tu as essayé, toi, de circonscrire ça dans la jeunesse. Et moi, je note que la vraie délinquance, c'est pas celle-là de la jeunesse. Ce n'est pas les Koulouna. La vraie délinquance, c'est celle qui est commise par les acteurs politiques et les dirigeants de ce pays. Et qui font que nous puissions avoir des Koulouna, qui fait que nous puissions avoir des bandits armés, qui font que nous puissions avoir des délinquants. Ces acteurs qui dirigent le pays, ce sont eux qui sont les vrais délinquants, mais qui ne créent pas les conditions idoines pour que cette jeunesse puisse se prendre en charge. Et donc, effectivement, les antivaleurs ont gangréné la République comme Itimer Maline, à commencer par ceux qui dirigent le pays, qui narrent, qui se lavent, qui se noient dans la corruption, dans le vol, dans les détournements, dans les mensonges, les pieds hantés, les mensonges d'État, dans l'escroquerie d'État. Comment voulez-vous que le peuple ne puisse pas suivre? Les peuples ne cherchent qu'à suivre l'exemple. Et si ces jeunes gens sont aujourd'hui dans la rue avec des machettes, je ne voudrais pas justifier leurs crimes. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a des grands criminels qui volent leur avenir, qui volent leur vie. Et voilà pourquoi ces jeunes gens sont dans la rue. Et donc il faut commencer par éradiquer ce banditisme politique d'État, cette barbarie au niveau des gouvernants. Les gangsters qui se trouvent être à la tête du pays doivent être mis hors d'état de nuire. Je crois qu'à ce moment, nous saurons donner l'espoir à ce peuple. Et donc, pour cela, il faut effectivement le verti républicain. Et voilà pourquoi je suis à la tête d'un parti qui prône les vertis, qui sont les vertis moraux, les vertis éthiques, le travail, n'est-ce pas, la justice, la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de sagesse. Et nous sommes donc, en dehors de toutes ces valeurs, nous sommes trop loin des dieux. Et nous faisons semblant. Mais en réalité, nous sommes de vrais délinquants qui
et qui cherchaient tout simplement les biens personnels, l'enrichissement illicite. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays se déchirent, les pays soient réduits à sa plus simple expression. Et donc, il faut restaurer les valeurs de la justice, la primauté des lois sur tout le monde, à commencer par le chef de l'État qui doit être assujetti par l'autorité de l'État, passant par toutes les institutions et surtout par les juges. Si tout le monde se sent être assujetti à l'autorité de la loi, tout le monde a craint de la loi, et vous verrez que le pays va se relever. À ce moment, il n'y aura plus des injustices, il n'y aura plus des antivaleurs. Très bien, cher honorable Moussa Kalema Sangol Zakou. Nous avions compris qu'au lieu de chercher l'intérêt commun, la plupart de nos politiques cherchent l'intérêt personnel, ce qui gangrène notre société. Et partons de cet adage, quelles seraient vos analyses, la jeunesse et l'avenir de demain? Je crois que la jeunesse sera l'avenir de demain si elle joue un rôle dans le présent. Si dans le présent, cette jeunesse n'a aucun rôle, si la jeunesse n'est pas mise aujourd'hui à l'abri de la sclérose, de la manipulation et de la surenchère, cette jeunesse demain va vieillir sans qu'elle soit importante pour l'avenir de ce pays. C'est aujourd'hui que cette jeunesse doit être importante pour le pays, pas demain. Et moi je dis, c'est une façon d'endormissement en vous disant c'est l'avenir de demain, parce que demain vous ne serez plus jeune, vous serez déjà de vieux, vous serez fatigué. Il faudra que les jeunes aujourd'hui participent à la gestion, participent au combat politique pour la libération des mentales, lutte contre les antivaleurs, jouent le rôle de la sentinelle de la République. Veille à ce que ces prédateurs, cette pègre qui nous gouverne, ne puisse pas avoir la main libre de voler, de piller la République, de mentir la République, d'escroquer le peuple, comme nous l'avons suivi ici avec l'histoire des rames. Voilà une vaste escroquerie, un État qui va escroquer son peuple. Et voyez-vous, le peuple était docile. C'est pourquoi il faut que le peuple là se révolte. S'il veut vraiment jouer les rôles demain, cette jeunesse, elle doit se révolter aujourd'hui, mais pas contre quelqu'un. C'est contre elle-même que la jeunesse doit se révolter. Contre les antivaleurs, contre les injustices, contre la prédation, contre la manipulation, contre la surenchère. Et voyez-vous, et contre la paresse. Si la jeunesse se révoltait contre tous ces actes, ces faits, elle doit se révolter contre la cherté de la vie. Père honorable, voilà. Nous allons en arriver contre la cherté de la vie. Nous posons directement cette question. Aujourd'hui, à Kinshasa, ça bat son plein parce qu'il n'y a plus le pouvoir d'achat. Le ménage des Congolais est menacé et il y a la vie chère, du point de vue social, c'est-à-dire le prix sur le marché est en train de flamber, les taux des dollars bougent à tout moment. Vous, en tant que député, quel serait le remède? Parce que nous, en tant que population, nous avons besoin d'une seule chose. Que demande le peuple? Le manger, à boire, à se vêtir, prendre de soins médicaux et aller à l'école. Vous, en tant que député national en fonction, quelles seraient vos analyses pour que nous puissions sortir de cette grande situation qui est le social des Congolais? Il faut à la gouvernance du pays des hommes conscients, compétents, moralement au point. Des gens qui ont un idéal, qui ont un but. Des gens qui ont un profil, qui ont un cursus. Le malheur de ce pays, c'est d'avoir toujours des terminaux, des parachutés. Des personnes qui viennent du néant, qui soudainement sautent à la tête du pays, sans aucun repère dans la société. Et qui viennent apprendre au sommet de l'État. Mais qui ne viennent pas apprendre, qui viennent tâtonner au sommet de l'État. Et c'est comme ça, ils s'évoquent pour se maintenir
étant donné qu'ils sont complexés, ils développent des attitudes dictatoriales, d'imposition, et ils recourent à la manipulation et à la surenchère. C'est qu'on n'a pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et vous voulez qu'on sorte de cette situation pour que le peuple sourie des mains, il faut une alternative crédible. C'est une preuve que l'alternance de 2018, c'est un échec puissant. On a eu une alternance, mais pas une alternative crédible. Ça veut dire qu'on a changé simplement de chauffeur, mais le véhicule demeurait les mêmes, en état de vétusté, en état de panne chronique. Voyez-vous? Et on a considéré même que le chauffeur qui était venu prendre le relève est un très mauvais chauffeur par rapport à celui qui était à la commande du pays hier. Et au jour d'aujourd'hui, pour se maintenir, le pouvoir recourt au mensonge, tromper le peuple avec un budget irréaliste et irréalisable. 16 milliards. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, les fonds monétaires recadrent le gouvernement et lui demandent de ramener son budget à 3 milliards. Si on était dans un pays sérieux, les parlements devraient se saisir immédiatement. Et même demander la démission rapide de ce gouvernement qui a trompé l'Assemblée nationale et par conséquent qui a trompé le peuple. C'est une vaste escroquerie. Et je vous apprends qu'au jour d'aujourd'hui, une autre analyse d'un grand économiste, je crois, suisse, qui vous dit ce n'est même pas 3 milliards. C'est au moins, plus ou moins, dans les 1 milliard 900 quelques millions de dollars américains. Et ce qui est vrai, aujourd'hui, le gouvernement a menti, des mensonges nous rattrapent. Nous sommes dans une situation d'impayement. Vous êtes sans ignorer que les députés font au jour d'aujourd'hui des mois d'impayement. Ne parlons pas des magistrats. Ne parlons pas des enseignants de supérieur, d'enseignement supérieur. Ne parlons pas de médecins et des autres. Voyez-vous dans quelle situation nous sommes? Et donc, il faut rapidement, pour revenir, pour se ressaisir et sauver les pays de l'humiliation et du désespoir, il faut rapidement opérer un changement à la tête du pays parce que le leadership a complètement échoué. Il a démontré ses limites, il a démontré qu'on est face à un régime des jouisseurs, de personnes qui sont dans la jouissance et qui ne maîtrisent ni les praxis, ni l'esprit de la gouvernance politique et de l'État. Et ça, c'est très dangereux pour une nation. Et vous avez vu. Pour vous montrer que nous sommes dans une situation inédite, pendant qu'on tue les gens à l'Est, Kinshasa est en fête. Pendant qu'on tue les gens à l'Est, il y aura demain la sortie officielle, de l'Union sacrée. Si nous pouvons épouser vos idées, quel serait le remède? Parce que ça bat son plein, ça en meurt chaque jour à l'est du pays, à cause de notre pays au sous-sol. Et avec un slogan, le pays est potentiellement riche. Pendant que la population croupisse, chers députés, vous êtes en fonction. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qui se passe si vous pouvez éclairer l'opinion publique avec la guerre à l'est du pays? Ce qui se passe d'abord, c'est la caporalisation et l'instrumentalisation de l'Assemblée nationale par les pouvoirs exécutifs. Très bien. Lorsque l'Assemblée nationale perd son impérium, lorsqu'il n'exerce pas convenablement son pouvoir de contrôle sur l'exécutif, la conséquence, c'est la faiblesse de toutes les institutions. C'est l'impunité. C'est à cela que nous sommes en train d'assister au jour d'aujourd'hui. Je vous ai dit, pour qu'on sorte de cette situation, il faut des hommes nouveaux à la tête de ce pays. Il faut un changement rapidement de leadership. C'est très clair. Vous ne voyez pas qu'en fait, on est en train d'étatonner. Et on est dans la jouissance la plus abjecte. Entendez ce qui est, cher honorable, on ne peut pas tâtonner avec la machine de l'État, avec ce qu'on appelle la chose de l'État. Et s'il faut gérer, en ce que je sache, en tant que manager de formation, on dit il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec, nous disons que c'était une révocation venant de vous, député, du DG Fabrice Lusinde. Si vous
pouvez toujours éclairer l'opinion publique de ce qui s'est passé. Vous savez, le vrai problème, c'est que nous portons tous la responsabilité. Si vous savez comment d'ailleurs l'Assemblée nationale, comment la majorité parlementaire a changé des camps, vous ne pouvez pas vous demander comment on a fait partir un DG qui travaille convenablement. Ce DG-là, moi je ne le connais pas, je n'ai aucune relation avec lui. Mais je l'ai vu à l'être, je l'ai écouté, je l'ai suivi. J'ai senti qu'il a la matière grise, j'ai senti qu'il a la maîtrise de l'entreprise. Pour moi, il n'a pas fauté. Il n'a aucune faute, sauf peut-être il a lésé les tenants du pouvoir en les retenant le langage de vérité. C'est la même chose, c'est comme ce qui était arrivé au ministre de l'économie de l'époque. Il n'avait rien fait. C'est lui qui a arnaqué les gens avec l'opération RAM. On ne l'a pas bougé. Et dis-moi, qu'a-t-il fait ce ministre de l'économie qu'on a fait partie comme un malpropre? De la même manière, je note que c'est une injustice qu'il faut rapidement réparer. Je crois que le gouvernement doit négocier avec l'Assemblée nationale pour que cette résolution ne soit pas appliquée à l'aveuglette. Parce que ce monsieur vient d'arriver à la tête de la SNEL. Il a à peine 3 mois de gestion. Il n'a pas détourné. Je viens de suivre d'ailleurs l'inspecteur général qui dit qu'il a contrôlé sa gestion et les scènes. Voilà des injustices qui font que le pays là ne peut pas aller de l'avant. Parce que Dieu n'aime pas des injustices. Dieu n'aime pas des mensonges. Nous avons menti en faisant partie de ce monsieur, en les taxant de l'incompétent. J'ai dit, ce monsieur, c'est une compétence dont le pays a besoin. Mais très cher honorable, nous sommes dans un pays où il y a un état de droit. Aujourd'hui, il y a une justice quand même distributive, étant donné qu'il y a la Bible qui dit la justice élève une nation. Et moi, je sais que nous sommes en train d'aller, c'est-à-dire que là où il n'y avait pas la justice, mais nous sommes en train d'instaurer cette justice. Mais vous, en tant que député, vous dites qu'il n'y a pas la justice, il n'y a pas... Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays où rien ne marche. Jeune homme, moi je ne comprends pas, vous la presse, qu'est-ce que vous faites finalement? L'état de droit, c'est qu'en fait un slogan. C'est comme le peuple d'abord. C'est un slogan créé. Parce que vous êtes en train de dire que le peuple est en train de souffrir ici. Dis-moi, Kabila a laissé le budget à 4 milliards. Et le régime ici nous a dit que le budget est à 16 milliards. Je vais te poser, c'est pas à moi de te poser des questions, c'est à toi de poser des questions, mais je suis tenté de te poser cette question. Entre l'époque de Kabila et l'époque des 16 milliards et des 4 milliards, où la vie était acceptable par rapport aux 2 périodes. Je vais te dire que depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, on vient de recenser plus de 200 et quelques cas de violations des droits de l'homme et des arrestations et des centaines de morts à la prison centrale de Makala. Et vous parlez d'un état de droit. Un état de droit, on peut libérer des gens qui ont volé des millions de l'État et qui se retrouvent au jour d'aujourd'hui à la commande des institutions. C'est ça l'état de droit. Mais pourquoi vous n'éclairez pas l'opinion, vous, la presse qui est le 4e pouvoir? Non, il n'y a pas d'état de droit. Au contraire, il y a une dictature atroce qui est en train de s'implanter. Il y a les retours dans les antivaleurs de l'époque du maréchal président. Le tribalisme est redevenu le mode opératoire. Regardez dans toutes les institutions. Le clientélisme, le népotisme. Et Mobutu parlait de népotisme. Aujourd'hui, va voir. Va à la présidence, tu ne trouveras qu'en fait 90% des membres du gouvernement sont tous de l'espace Kassai. Va au gouvernement, tu vas trouver plus de 50% espace Kassai. Va dans les entreprises publiques, c'est cela là, l'état des droits. Va dans la magistrature. Non, monsieur, il ne faut pas tromper le peuple. L'état des droits, ce n'est qu'en fait un slogan créé, c'est un arnaque, c'est un mensonge flagrant. Très cher honorable, vous êtes en train de nous suivre de partout en Amérique, en Asie, en Europe,
vous êtes en train de nous suivre à Maïndombe, au Bandundu, au Kwango, vous êtes à Chouapa, vous êtes au Kasaï, vous êtes à Lomami, vous êtes partout dans le 26 provinces en train de nous suivre. À cet instant, c'est cette émission qu'on appelle Face à l'invité. Je vous rappelle que nous avions réussi pour vous l'honorable Moussa Kalema Sangol Zakou, un député national en fonction, et c'est un député majeur. Il est, je vous rappelle, le secrétaire général de la communauté musulmane. Nous sommes en train de citer, mais nous allons parler maintenant de la période électorale. Nous sommes de la période électorale, chers députés. Vous étiez massivement élus national et provincial. Est-ce que vous allez encore postuler? Est-ce que nous allons encore revivre ce que nous avions vu en vous, cette chaleur-là, dans les années précédentes? Écoutez, moi je crois que moi ma vie je l'ai confiée à l'Éternel Dieu, et tout ce que je fais, je le fais en fonction des objectifs que je me suis assignés, en créant le parti de vertu républicaine. C'est d'édifier une nation forte, une nation démocratique, une nation forte, mais une nation sociale, mais une nation médiane. Mais une nation régie par la primauté des lois et gouvernée par des institutions républicaines. Cet objectif n'est pas encore atteint, et donc mon combat continue. Et vous me posez la question de savoir que j'ai cartonné en 2018. Est-ce que cette fois-ci, je ne vais pas cartonner? Est-ce que ça sera la même chose? Ça, c'est lui qui laisse se dire. Mais du point de vue du travail de terrain que je fais, dans ma circonscription, je suis des rares députés qui, chaque vacance parlementaire, est sur terrain, en communion avec son peuple, à l'écoute de son peuple et à la recherche des solutions idoines à ce peuple. En conséquence, si Dieu m'accorde encore vie, et bien entendu, je serai candidat. Je ne sais pas à quel niveau. Au niveau présidentiel, au niveau de députation nationale, au niveau provincial. C'est Dieu celle qui le sait aujourd'hui. Parce que le processus de dépôt des candidatures n'est pas encore enclenché. Contrairement à ce que je suis, des gens continuent à violer même la loi électorale. Et moi, je ne m'hasarderai pas, parce que je suis quelqu'un qui a des valeurs morales et éthiques. Mais avec quel type d'élection, quel processus auquel nous allons participer, j'ai dit, ce n'est pas avec l'actuel CENI. Il faut rapidement retoquer les bureaux de la CENI. Il faut que l'enrôlement est déjà infecté, elle est entachée des irrégularités, elle est corrompue, elle est, si vous voulez, biaisée. En conséquence, nous ne pouvons pas accepter que cette situation perdure. Vous avez suivi comme moi qu'il y a des ministres du gouvernement de la République. Il y a eu des députés nationaux et d'autres cadres de ce pays, dirigeants de ce pays, qui avaient des machines d'enrôlement chez eux à la maison. Donc il y avait des bureaux fictifs. Et un état de droit, personne n'est jugé. En dépit de ce qu'on a arrêté des gens avec des cartes, j'ai dit parmi lesquels des ministres, des députés. Mais ils sont là. Ils sont là. Voyez-vous? Ils sont là. C'est ça l'état des droits. Et donc nous disons que les élections pour nous auront lieu cette année, mais pas avec la configuration actuelle de la CENI et pas avec la configuration actuelle de la Cour constitutionnelle. Et bien entendu, un redimensionnement de la loi électorale s'impose pour que nous puissions avoir des élections impartiales qui va opérer l'alternative crédible pour la République. Très bien.
crédible pour la République. Nous allons parler maintenant de la loi Tchani entre le monsieur qu'on appelle le Fridolin Ambongo et le pasteur Mukuna. Le pasteur Mukuna s'est dit, il est prêt à venir quand vous allez, c'est-à-dire faire passer cette loi, ces projets de loi de pères et des mères conçus par M. Noël Tchani et parrainé par le député Ntingi Pouloulou au niveau de l'Assemblée nationale. Il sera là, mais par contre le cardinal dit que c'est une loi qui vient pour diviser les Congos. Quel serait votre point de vue en tant que député national en fonction? D'abord, entre les deux personnes, je crois il y a le ciel et la terre. Il ne faut pas comparer le cardinal à l'évêque Mukuna. Je dis que ce sont des mondes différents, ce sont des personnalités différentes, d'envergure différente. Écoutez, les cardinals, c'est pas n'importe qui. C'est une crème intellectuelle, mais c'est pas tout le monde qui devient cardinal. Et je note que le cardinal, c'est vraiment l'intelligence, c'est la sommité des intelligences de ce pays, et même de vertu morale. D'abord, une bonne église, en réalité, une bonne religion, ne peut que se mettre du côté des faibles. Quand tu vois une religion se mettre du côté du pouvoir, soutenir à outrance du pouvoir, c'est qu'elle est corrompue. Je note que ce qui est important pour moi, cette loi ne passera pas à l'Assemblée nationale. D'abord, elle ne passera pas. Je vous apprends que le président de l'Assemblée nationale l'a bien expliqué avant-hier. Cette loi a été bel et bien retoquée par le bureau d'études. Il n'y a pas opportunité d'une telle loi aujourd'hui, au moment où le pays est déchiré. J'ai dit qu'à des moments normaux, je serais tenté de soutenir cette loi. Mais dans les circonstances d'aujourd'hui, il est impensable pour quelqu'un qui aime ce pays de soutenir cette loi afin de réveiller les diables, les monstres qui tiennent à la balkanisation de ce pays. Et comme ces hommes, sans le savoir, soit ils sont manipulés, soit ils sont complices, participent à la mise en scène de la balkanisation du pays, ce sont ceux-là qui poussent à la confrontation et qui veulent que cette loi, la fameuse loi de Tchani, vienne là-bas. Et moi je note que pour occuper des grandes fonctions d'État, et notamment celle du chef de l'État, il faut des préalables qui soient des préalables dits, pas tout simplement des pères et des mères. Par exemple, le chef de l'État ne peut pas avoir une femme étrangère. Mais vous faites quoi? Vous dites vous êtes de père et de mère congolais, mais vous avez une femme rwandaise. Vous avez une femme ougandaise. En quoi vous êtes mis à l'abri? Qui de vos parents et de votre épouse entre dans les secrets de l'homme? Oui, je soutiens aujourd'hui les cardinals parce que je dis il n'y a pas opportunité que cette loi vienne encore enflammer le pays. Par contre, je propose que chaque candidat président puisse s'approprier des grandes réformes qu'il croit utiles pour sauver le pays et qu'ils intègrent ça dans leur campagne électorale. Si Mukuna, avec leurs candidats présidents, veulent que cette loi de père et de mère passe, que les candidats puissent prendre ça à main les corps, et pendant la campagne, il dit aux citoyens, si vous me votez, je ferai passer cette loi. Si le peuple est d'accord, on les votera. Voilà, c'est comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, il est impensable qu'on puisse encore toucher à quelques mètres, à quelques jours des élections, on ne peut ni toucher à la loi électorale, ni toucher à la loi des lois, qui est la Constitution. C'est suspect quand on veut toucher. Et nous savons qu'ils veulent toucher à la Constitution pour ramener les mandats du chef de l'État à 7 ans. Nous sommes informés. Nous n'allons pas faire passer ça. 7 ans, pourquoi faire? Si en 5 ans, vous détruisez le pays, si en 5 ans, Kabila n'a laissé aucune dette pour ce pays, aucune dette. Kabila a trouvé 14 milliards et avec les patriarches Kizenga, ils ont tapiré la dette laissée par Mobutu. Et Kabila n'a pas laissé de dette. Mais en moins de 4 ans, nous avons aujourd'hui pris des dettes à l'extérieur. Le régime
actuel vient d'endetter le pays de plus de 14 milliards, hypothéquant ainsi l'avenir de demain. Qu'est-ce qu'on a fait avec les 14 milliards qu'on a été empruntés? Rien, monsieur. Quel est volé, quel est détourné, quel est transféré. Vous avez la matière grise, vous êtes là en train de nous dire deux vérités en face. Voilà pourquoi nous en profitons de vous dire, partant de ce qui suit, parce que nous vous avions suivi avec une attention particulière. Vous avez soulevé quelque chose que vous êtes en train de dire. Il y a le népotisme, il y a le tribalisme dans ces pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour éradiquer ces népotismes, ces tribalismes qui battent son plein au jour le jour? Ça devient comme un gire. Vous êtes mon louba. Si je pouvais dire ça, vous, en tant que député, vous êtes en train de promulguer des lois à l'Assemblée nationale. Alors, dites-nous quelles seraient des solutions prises pour éradiquer le népotisme et le tribalisme qui bat son plein dans ces pays, la République démocratique du Congo. Il faut un leader qui est un big. Je vous dis, il faut un leader qui s'est imprégné de l'État. Il faut un leader patriote. Il faut un leader compétent, je vous ai dit. Il faut un leader qui a de l'éthique, un leader qui a de la morale, un vrai patriote qui comprend que la nation n'est pas un assemblage de peuples, mais c'est le peuple pris dans son ensemble, et qui comprend que prendre conscience de l'unité se requisait toute forme des antivaleurs, le tribalisme, le séparatisme, le népotisme. Il faut un leader qui va privilégier l'intérêt commun sur les intérêts égoïstes. Nous n'avons pas besoin d'un leader clanique. Aujourd'hui, nous avons des leaders claniques. Parce que chacun, quand il est ministre, il se fait entourer par son clan, par sa tribu. Quand on est chef de l'État, on se fait entourer par sa tribu, par sa province. Nous avons besoin d'un grand leader, qui est un leader national, un leader qui va privilégier l'intérêt de soi, qui a une vision de la République. Voyez-vous, qui a un cursus bancable, qui connaît non simplement les dossiers, mais qui connaît les hommes, qui connaît la géopolitique du monde, qui connaît les langages politiques et diplomatiques. Vous avez vu au jour d'aujourd'hui comment le leadership nous a amenés dans cette affaire de EAC. EAC au jour d'aujourd'hui qui nous a pris dans les taux qui fait que le pays aujourd'hui est parti. Moi je n'ai pas honte de le dire que le pays au jour d'aujourd'hui est occupé, balkanisé. Déjà, je note que le pays est balkanisé dans la mesure où la partie occupée par le M23, occupée, contrôlée par les forces de EAC, le gouvernement de la République, même pas les chefs de l'État n'a pas le pouvoir d'aller là-bas. Donc nous n'exerçons plus la souveraineté sur cet espace territorial. C'est comme ça que ça a commencé avec les Soudans. Le Congo est en train de partir et nous sommes là, en train de continuer à ovationner des personnes qui nous ont mis dans un trou profond, dans un trou béate. On est toujours là en train d'applaudir, de les accompagner dans la division du pays. Mais vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Dès que ces gens vont proclamer que cette partie est annexée, et d'ailleurs vous avez suivi Kagame, qui vous dit que cette partie du territoire fait partie de leur territoire pris par les Congos. Et vous ne suivez aucun débat sérieux, ni à l'Assemblée nationale, ni au gouvernement de la République, pour fustiger ces comportements. Très bien, voyez-vous, c'est très important, c'est très important, c'est très important. Je voudrais sur cette question que tu me laisses encore une minute. Allez-y. Parce que la survie de la nation comme État et comme nation en dépend. Sinon, demain, nous serons députés de quoi? Puisque les Congos ne seraient plus Congo dans sa forme d'aujourd'hui. On sera président de quelle république? Parce que ça ne sera plus la République démocratique du Congo, ça sera une autre république. Parce qu'une partie sera amputée. Et voilà pourquoi je note qu'il faut rapidement opérer des changements de leadership
à la tête du pays. Et comme Mosengo disait, il faut rapidement mettre les médiocres hors d'état de nuire. Très bien, vous nous aviez suivis de partout, vous étiez en train de nous suivre en Angola, en Asie, en Amérique, ici aussi au Congo, à Chouapa, vous êtes nombreux en train de nous suivre, au Katanga, vous êtes en train de nous suivre, au Bandundu, vous êtes en train de nous suivre. Nous vous rappelons que nous étions avec les députés Moussa Kalema Sangol Zakou, président national du parti PVR. Nous sommes déjà en train de chiquer. Nous allons revenir pour parler avec le député. Nous continuons à poser tant de questions, mais étant donné que nous sommes à la télé, les temps nous est imparti, nous allons chiquer pour dire seulement au député de demander cette question fermée. Oui ou non, vous serez encore député national et provincial ou à la présidentielle? C'est-à-dire de répondre, l'avenir ne m'appartient pas. L'avenir appartient à Dieu. Moi, j'y travaille pour y être. Mais si Dieu dispose autrement, je me plierai à la volonté de l'Éternel. Et bien entendu, à la volonté de notre peuple. Si le peuple considère que j'ai été à la hauteur, il me reconduit. Mais attention, s'il y a une CENI sérieuse, je suis convaincu que je serai le premier lit de ma circonscription. Si on a une CENI honnête, intègre, moralement digne, qui n'est pas instrumentalisée, qui n'est pas la solde de forces obscurantistes et de la négation, de la fermeture, qui n'est pas au service de la mafia, de la haute pègre, comme c'en est le cas aujourd'hui. Non, je gagne les élections aux les mains. Très bien, mot de la fin par rapport à cette émission. Nous sommes arrivés presque à la fin. Vous êtes président d'un parti PVR et puis vous êtes secrétaire général de la communauté musulmane. Aujourd'hui, nous sommes au moment de Ramadan, donc si vous pouvez vous adresser pendant une minute à la population qui est en train de vous suivre. La seule chose que je demande à cette population, c'est de ne pas désespérer. De prendre leur destin en main pour qu'ils se libèrent, parce que le peuple ne doit pas être libéré. Le peuple doit se libérer lui-même. Et moi, je suis là pour les accompagner. Parce que nous sommes en train de procéder au réarmement moral de la masse. Nous sommes en train de faire un travail avec les jeunes, avec la jeunesse, avec les aînés, avec les femmes, pour qu'ils comprennent qu'ils ont intérêt qu'ils se révoltent, mais contre eux-mêmes, pas contre qui que ce soit. Ils vont se révolter contre les antivaleurs qui gangrènent la République comme une timère maligne, contre les désordres qui s'installent, contre la mauvaise gouvernance, contre la cherté de prix, contre la corruption qui gangrène la République, contre le mensonge qui est devenu le mode opératoire de la nation, contre l'escroquerie de l'État, contre la dictature atroce. Ils doivent se révolter contre l'attentisme et la métendie. Ils doivent prendre leur destin entre leurs mains et ils doivent refuser la manipulation et la surenchère. Ils doivent faire attention, ils doivent veiller à ce que leurs droits soient respectés et ils doivent tout faire pour rapidement mettre hors d'état de nuire la pègre, la mafia, qui au jour d'aujourd'hui est en train de gérer la nation d'une manière cavalière, qui est en train de détruire le fondement de l'État, qui est en train de massacrer les libertés des citoyens et qui est en train de manipuler notre peuple d'une manière outrancière. C'est cela l'appel pathétique. J'appelle également aux musulmans qui viennent du mois de Ramadan. J'espère qu'ils se sont requinqués. Je sais que la division au sein de la communauté islamique est une manœuvre dilatoire. Ça fait partie des laboratoires des politiques de ce pays qui estiment qu'avec la division des confessions religieuses, ils peuvent arriver à se maintenir ou bien à obtenir le pouvoir, qu'ils se rappellent que Dieu les juge juste et qu'ils ont intérêt aujourd'hui à laisser de côté les divisions et de se mettre ensemble pour les biens de leur communauté et pour les biens de la République. Très bien, à laisser les côtés les divisions
décision pour le bien de la République. Parole chère de l'honorable Moussa Kalema Sangol Zakou. Nous vous rappelons que nous étions à l'émission Face à l'invité. Nous avions reçu pour vous les députés nationaux qui est aussi le secrétaire général de la communauté musulmane. Il s'appelle le député national Moussa Kalema Sangol Zakou. Vous nous avez suivis de partout, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Sareka TV et vous allez nous suivre sur Arc TV aussi et sur Congo France 1 TV sur TNT et Blue Sat. Un grand merci à son éminence Maître Kazi Teriko, dit Maître Kazi. Un grand merci à Josué Mouyumba. Un grand merci à Madame Ivana. Et un grand merci au Lualaba à Madame Fifi Masuka. Les Lualaba en marche. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Ça n'est fini aujourd'hui. La suite au prochain numéro. Nous vous disons déjà bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous avez suivis. Au revoir et bye bye. La suite au prochain